Bonjour, donc je me présente, Alexandra Ménis, je viens de la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement, qui pilote au niveau national donc le dispositif d'appartement de coordination thérapeutique Un chez soi d'abord, et qui également pilote avec les autres ministères la mise en œuvre du plan quinquennal logement d'abord que je vous évoquerai tout à l'heure. La première chose qui me semble importante de dire, c'est que le logement d'abord, c'est une philosophie, ce n'est pas un dispositif. C'est une philosophie qui s'est traduite en France par un dispositif. Et l'objectif, c'est effectivement, dans le cadre du plan quinquennal logement d'abord, de multiplier les dispositifs, d'avoir des offres diversifiées sur les territoires. Le logement d'abord, ce qu'on appelle le Housing First, est issu des différents travaux du Canada, des États-Unis, qui s'est implanté, comme vous venez de le voir, en Europe et qui s'est traduit en France par le Chez Soi d'abord en 2011. Donc je vais passer très rapidement sur certaines slides, puisque du coup vous avez l'ARS qui va vous faire une présentation plus ciblée sur le Chez Soi au niveau de Lille, mais vous aurez accès aux documents, hein, l'idée étant de ne pas doubler les interventions. Donc cette expérimentation lancée en 2011, donc 2011 c'est dans la continuité, même s'il y a eu un temps d'arrêt, du logement d'abord lancé par monsieur Apparu en 2009. Donc une expérimentation lancée en 2011, une expérimentation avec un volet recherche. On verra l'importance que peut avoir la recherche dans ce type de dispositif. Donc un dispositif de logement d'abord qui cible les personnes sans abri présentant des troubles psy sévères, des addictions, des besoins élevés d'accompagnement. L'idée, c'est d'avoir un accès direct depuis la rue au logement ordinaire avec un accompagnement soutenu et pluridisciplinaire. Très important, le dispositif Un chez soi d'abord et le logement d'abord s'appuient sur les compétences des personnes, comme on a pu le voir dans la vidéo. Donc le programme de recherche est donc l'objectif l'un des objectifs de cette expérimentation, c'était de pouvoir expérimenter un modèle qui fonctionnait en France, donc adapter le modèle, puisque du coup on a quand même des réglementations très différentes entre le Canada, les États-Unis, la France, voire les autres pays européens. Donc important d'adapter le modèle. Mais surtout, l'un des objectifs, et c'est en ça où c'est aussi une réussite, c'était de bâtir une nouvelle politique publique basée sur l'épreuve dès 2017 et donc le lancement du plan quinquennal logement d'abord. Voilà, donc le logement d'abord, voici un schéma de ce que pourrait être le logement d'abord. D'où l'idée d'une philosophie et non pas d'un dispositif. Le logement d'abord, ce n'est pas un dispositif, c'est une philosophie. Une philosophie qui vise à éviter l'orientation systématique de la rue à l'hébergement d'urgence, de l'hébergement d'urgence à l'hébergement d'insertion, au logement accompagné, au logement autonome. C'est de dire, selon les parcours des personnes, selon la situation des personnes, puisqu'on n'a pas évoqué, mais il y a des situations administratives aussi qui peuvent être bloquantes un certain temps et qui peuvent empêcher l'accès au logement autonome. Donc c'est travailler sur la situation des personnes et ne pas rentrer dans un système d'escalier. On a eu ces réflexions dans le secteur de l'emploi et de l'insertion aussi, il y a quelques années, où l'approche c'était de dire, une personne qui est en difficulté, on va lui donner un emploi d'insertion, on va l'accompagner, on va l'emmener à l'emploi classique. C'est un peu la même démarche, c'est de dire, on ne peut pas supposer les capacités à habiter de la personne, donc en fonction de sa situation, si cette situation le permet d'un point de vue administratif et d'un point de vue tout un tas de paramètres, on l'oriente tout de suite vers le logement autonome. Alors on va voir, ce n'est pas aussi simple que ça demande effectivement tout un tas de travaux sur des axes très différents, et là je rentrerai dans le détail sur le plan logement d'abord, puisque ça nécessite effectivement d'une part un travail coordonné de l'ensemble des acteurs, un travail territorialisé et local, et également des solutions diversifiées. Et comme vous l'avez évoqué, quand on est sur du logement, on est sur du bâti. Donc ce n'est pas aussi simple que ça de déplacer du bâti. Donc ça, je vais passer parce que du coup, vous y reviendrez tout à l'heure.
Donc un volet recherche qui a eu son importance puisque c'est ce volet recherche qui nous a permis d'identifier en fait qu'il était important de s'appuyer sur les compétences des personnes et que l'on ne pouvait pas préjuger des capacités à habiter d'une personne. Et également un troisième point très important, que l'échec dans le logement n'est pas significatif d'une incapacité à habiter, que l'échec dans le logement peut être lié à des paramètres qui ne sont pas forcément liés à des problèmes de santé dans le cadre du chez-soi d'abord, puisqu'on est sur un public avec des troubles psy. Ça peut être lié au voisinage, ça peut être lié à la configuration du logement, ça peut être lié à tout un tas d'autres paramètres. Donc, on ne peut pas considérer qu'un échec dans le logement signifie qu'on n'est pas en capacité d'habiter. Donc, c'est un dispositif qui a été déployé donc, sur Lille, Toulouse, Marseille, Paris. Donc, il y a eu 14 structures porteuses, une soixantaine de professionnels dans les 4 équipes d'accompagnement, donc ce qui montre aussi l'importance de l'accompagnement dans le logement et du coup l'évolution des pratiques professionnelles sur les territoires, puisqu'on n'accompagne plus les personnes qui sont hébergées dans son centre, mais on accompagne les personnes qui sont chez elles. Donc on est quand même dans des démarches d'aller vers, on est dans des démarches où on va chez la personne. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes rapports et les mêmes approches. Donc il y a aussi un enjeu de formation et un enjeu de coordination et de structuration de l'accompagnement sur les territoires. Donc ça, vous verrez, c'est les différentes étapes du calendrier de l'expérimentation. Du coup, les résultats de la phase expérimentale. Donc, ce que nous a permis le chez-soi d'abord. Alors, le profil des personnes, donc sur les 700 personnes au niveau national sont passées dans le dispositif du chez-soi d'abord. Donc, les moyennes d'âge, 38 ans. 83%, ce sont des hommes qui ont passé en moyenne plus de 8 ans cumulés sans domicile et 4 ans et demi à la rue. 100% présentent une pathologie psychiatrique. Donc, on a schizophrénie ou bipolarité. Et 50% des pathologies somatiques. Le chez-soi d'abord, on voit bien, s'adresse à un public qui aurait échappé à des parcours de soins parce qu'ils sont à la rue et qu'ils ont des troubles psychiatriques. Ce qu'on a pu également identifier, d'où l'intérêt aussi des démarches de prévention des ruptures que je vous évoquerai rapidement tout à l'heure, c'est que le premier passage à la rue, en fait, il est très jeune. Il se situe en moyenne d'âge à 21,5 ans, 21 ans et demi. Et parmi les 700 personnes, il y en a 25% qui se sont retrouvés à la rue avant 18 ans. Voilà, pourquoi les recherches sont importantes? Parce qu'il n'y aurait pas eu de recherche, on n'aurait pas identifié effectivement cet âge médian de passage à la rue et de l'importance de la prévention des ruptures au niveau de l'adolescence et de la sortie, de l'entrée dans la majorité. Donc également des personnes isolées, victimes de violences, en carence de besoins essentiels, simples, repas, sommeil, les lunettes pour la vue, tout un tas de problématiques quotidiennes. Alors des personnes qui utilisent peu les offres des structures médico-sociales mises en place. Et donc du coup, c'est ce que je vous disais au départ, ce sont des personnes qui échappent en fait au parcours. Et du coup, c'est ce que permet aussi le logement d'abord, c'est d'améliorer le repérage du public et leurs besoins. Donc, un public qui nécessite une aide pour gérer l'argent, dépenses. Il y a 50% des personnes qui sont en situation d'endettement. Donc, il y a vraiment besoin d'un accompagnement important sur le champ de la gestion des budgets, avec des gestions de budget qui ne sont pas toujours simples à appréhender, notamment par rapport au délai et au versement des aides. C'est-à-dire qu'il vous faut, pour travailler sur des appels à projets avec des jeunes, il faut entre 3 et 6 mois pour stabiliser un budget. Parce que le temps que vous fassiez la demande d'APL et qu'elle soit versée, le temps que vous fassiez la demande du Locapass ou du Mobili Jeune, qui sont des aides qui permettent d'améliorer l'accès au logement, qui soient mis en place, le temps que toutes ces aides soient versées, tous les mois, il faut retravailler un peu son budget. Donc, c'est un accompagnement important. Et également, un accompagnement très fort dans la prise en charge médicale globale, avec des contacts très fréquents avec les professionnels de santé. 85% des personnes ont pris des traitements. Donc on voit bien la notion d'accompagnement à la prise en charge médicale. Et on constate une mortalité en moyenne 30 ans plus tôt que la population générale.
Alors vous allez me dire, oui, il y a un certain nombre, enfin vous allez me dire ou pas, ou vous allez le penser, mais il y a un certain nombre de choses dont on le sait, oui, mais aujourd'hui on l'a démontré. Et pour bâtir une politique publique, il faut pouvoir démontrer ce qu'on vise à atteindre. Et c'est en ce sens que le Chez Soi d'abord a contribué à mettre en œuvre le plan quinquennal Logement d'abord. Donc vous verrez, il y a quelques graphiques que je vous laisserai découvrir sur différents pourcentages. Voilà. Par exemple, l'aide matérielle, la répartition des aides matérielles, des aides financières. Également, donc là, les statistiques sur les recours aux structures médico-sociales à l'entrée. Donc l'équipe de recherche, les évolutions et l'investissement. Donc ça, c'est un graphique important puisqu'il démontre l'évolution, enfin il montre l'évolution des coûts sur les 2 ans de suivi et il démontre en fait que ça ne coûte pas plus cher de loger en coût, ça ne coûte pas plus cher de loger les personnes et ça coûte même moins cher sur du long terme de les loger et de s'occuper de leur prise en charge que de faire des allers-retours constants entre les hôpitaux, les urgences, plus la situation qui se dégrade au fur et à mesure où les personnes sont à la rue ou en situation de mal logement. Donc voilà un graphique, voilà, les coûts évités. Et donc tout ça, c'est le volet recherche qui a permis de l'étudier et de le formaliser. Alors les principaux, comme je vous disais tout à l'heure, les principaux enseignements, c'est qu'il n'y a pas de critères prédictifs à la capacité d'habiter et que moyennant un accompagnement soutenu, la maladie mentale n'est pas un facteur négatif au maintien dans le logement. Par conséquent, on peut considérer que les autres problématiques ne sont pas non plus des facteurs négatifs au maintien dans le logement. Malgré tout, donc une nécessité d'un accompagnement très individualisé, d'où l'évolution des pratiques qui vont devoir se mettre en place sur les territoires, avec des interventions centrées sur le quotidien dans le milieu de vie des personnes, donc qui met en pratique le principe de réversibilité suite à des prises de risques, qui décloisonne les spécialités professionnelles. Le mot décloisonnement, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est vrai que du coup, le Chez Soi est un exemple de dispositif qui permet de décloisonner les interventions sans forcément réorganiser tous les systèmes et les organisations qui participent à l'accompagnement des personnes. Nécessite un accompagnement, c'est également tout le travail sur le changement de regard de la société sur la maladie mentale, mais également sur les personnes en grande précarité. Ce qui était intéressant aussi, c'était les médiateurs de santé pairs. Donc c'est tout le travail autour des travailleurs pairs. Donc les travailleurs pairs, ce sont, vous avez des travailleurs pairs et puis vous avez des pairs aidants. Donc ça dépend en fait des différents secteurs, mais c'est comment l'expérience de vie d'une personne peut améliorer l'accompagnement d'une personne qui se retrouve dans une situation analogue. Et puis du coup, c'est un accompagnement, comme vous venez de le voir dans la vidéo, qui donne réellement la possibilité de choix aux personnes pour qu'elles organisent leur accompagnement et sélectionnent les services qu'elles souhaitent utiliser. Très important de s'appuyer sur les compétences des personnes et que les personnes s'impliquent dans leur parcours de vie. Et pour ça, il faut leur laisser la possibilité de le faire et la possibilité de choisir si elles souhaitent un accompagnement, quel type d'accompagnement, quel type de service elles ont besoin. Du coup, suite à la réussite de cette expérimentation, nous ne sommes plus dans une expérimentation, mais dans une phase de déploiement et de dissémination. Donc là, je parle du Chez Soi d'abord, puisqu'un décret est paru en 2016 qui vise à l'ouverture de 20 dispositifs d'ici 2023, donc l'ouverture de 2000 places. Actuellement, les principales villes qui sont identifiées sont Bordeaux, Lyon, Grenoble, Dijon, Nantes, Montpellier, Nice, Strasbourg, avec également des projets d'ouverture de 2e Chez Soi dans les villes où il y a eu des premières ouvertures. Alors, les limites du dispositif, la difficulté financière, parce qu'on est sur des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc du coup, les prises en charge, les paiements de loyer s'appuient sur les aides sociales dont elles peuvent bénéficier. Du coup, il y a des restes à vivre qui sont pas
sont pas géniales pour construire un projet avec en ligne de mire les jeunes de 18 à 25 ans qui aujourd'hui n'ont pas d'aide sociale. Et, voilà. Alors l'accès au logement social plus, donc je ne vais pas y revenir, ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est comment on améliore l'accès au logement social. Et puis donc la stigmatisation de la maladie mentale, parce que vous évoquiez tout à l'heure pourquoi dans les logements sociaux il y a de la vacance, pourquoi dans le secteur privé mais il y a également un phénomène de discrimination qui n'est pas toujours simple à appréhender et pas toujours simple de mobiliser pour éviter cette discrimination, tout du moins en termes de réglementation et de législation. Et la stigmatisation, que ce soit la maladie mentale, la précarité, ou voire la jeunesse, ou voilà, pour m'occuper plus spécifiquement du logement et d'hébergement des jeunes et des sortants de détention, si on enlève la partie discrimination, on règle une petite partie du problème. Parce qu'on ne veut pas des gens en difficulté chez soi, parce qu'on ne veut pas des voisins bruyants, parce qu'on ne veut pas de problème avec le voisinage, parce qu'on veut être sûr d'avoir le loyer qui est payé à telle date. Du coup, il y a effectivement un travail aussi à faire sur la stigmatisation qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, quelques points d'attention. Donc, agir en amont. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, le passage à la rue, un âge moyen de 21 ans et demi, 25% avant 18 ans. Donc un gros travail à faire sur la prévention des ruptures au niveau de l'adolescence et de la majorité. Et donc du coup se développe au niveau européen ce qu'on peut appeler le Housing for Youth. C'est le Housing First, le logement d'abord, mais spécifique pour les jeunes, puisqu'il a été démontré que l'itinérance chez la jeunesse avait des aspects vraiment particuliers par rapport à l'itinérance, enfin la perception de l'itinérance chez les adultes. Et du coup, au niveau européen, il y a différents cahiers des charges sur comment on met en place du Housing First. Et un cahier des charges vient d'être élaboré par donc la FEANSA, principal seul réseau européen à ma connaissance qui travaille sur le logement d'abord, mais je dis peut-être des bêtises. Avec d'ailleurs la FAB travaille assez régulièrement avec la FEANSA et du coup on sortit un cahier des charges sur le Housing First for Youth pour aider les acteurs sur le territoire à s'inscrire vraiment dans un cadre spécifique pour la jeunesse en grande itinérance. Donc les points d'intention, les suivis des incidents et des décès. Sur le logement, le coût des relogements. Lorsqu'il y a des vacances ou des impayés. Et puis, au même titre que sur l'accès au logement social, voilà, un fort enjeu de formation des acteurs sur les territoires et en règle générale. Donc, je vous ai mis le site de la Dial où on parlait de la vidéo du chez-soi sur l'île. Je crois qu'il est sur le site de la Dial. Donc, ça vous donnera une comparaison par rapport à la vidéo que vous avez pu voir sur le Housing First au niveau européen. Donc il y a le guide Housing First Europe et prochainement je vais mettre le guide Housing First Youth. L'idée de vous présenter les résultats de la recherche et de l'évaluation de l'expérimentation du chez-soi, c'était pour pas justifier, mais du coup c'est grâce à cette preuve que le gouvernement s'est inscrit dans le plan quinquennal pour le logement d'abord. C'est grâce à ces dispositifs, c'est grâce à ces volets recherche, lorsque l'on lance des dispositifs, c'est grâce à tout le travail qui a pu être fait au niveau local, que ce soit dans le chez-soi ou dans d'autres expérimentations, qui permettent de construire des politiques publiques telles que le plan quinquennal pour le logement d'abord. Donc je passe sur la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement. Une délégation qui a vocation à animer l'interministérialité des politiques d'hébergement et de l'accès au logement avec un certain nombre de pôles, avec notamment des pôles sur des publics où il est plus compliqué encore que d'autres, même si c'est compliqué pour beaucoup de monde d'intervenir. Donc le logement d'abord, c'est une réforme structurelle de la politique de l'hébergement et de l'accès au logement. Donc comme ça a été évoqué, en fait, le candidat Emmanuel Macron,
lors de la journée de la FAP l'année dernière, a évoqué le logement d'abord. Et du coup, lorsqu'il a été élu, on a travaillé de concert avec les différents ministères pour lui faire une proposition sur le logement d'abord. Et ça a permis d'aboutir à un plan quinquennal qui n'est pas encore diffusé, et qui est en cours de diffusion. Pourquoi ? Les grandes étapes de la construction du plan logement d'abord. Donc, élection du candidat Emmanuel Macron. Au mois de juin, annonce d'une volonté gouvernementale d'inscrire les politiques d'hébergement et du logement dans le principe du logement d'abord. Une grande concertation, juillet-août. On a rencontré l'ensemble des réseaux nationaux, certains acteurs locaux pour commencer à construire le plan. Ensuite, en septembre, il y a eu l'annonce par le président de la République donc, du lancement du plan et également de la mise en œuvre accélérée. J'insiste bien sur la mise en œuvre accélérée et non pas l'expérimentation. Nous ne sommes plus dans une phase d'expérimentation. On a démontré que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on est dans une mise en œuvre accélérée. On a décidé... Le plan logement d'abord sera mis en œuvre sur tout le territoire et on a décidé d'avoir une mise en œuvre accélérée sur les territoires qui avaient déjà engagé des démarches, qui ont déjà construit des partenariats, qui sont déjà installés dans ce cadre, notamment depuis 2009 aussi, puisqu'il y a eu des territoires expérimentateurs dans le cadre du logement d'abord et de Benoît apparu. Du coup, il y a des constructions se sont faites sur les territoires et l'idée, c'est pas de se dire non, on arrête tout, on recommence. Non, il existe des choses sur les territoires, il faut qu'on les consolide pour justement infuser sur l'ensemble du territoire national. Donc le logement d'abord, donc ça a été évoqué, donc l'impasse de la politique actuelle de l'hébergement et de l'accès au logement. Donc malgré un effort financier d'ouverture de places, toujours de plus en plus de personnes à la rue, des dispositifs de logement adaptés toujours engorgés avec des difficultés de sortie et d'accès au logement et un manque de réponses structurelles. Du coup, la réponse apportée par le logement de modèle, la réponse apportée par le logement d'abord, donc c'est vraiment un changement de modèle. Donc le logement d'abord, ça a été brièvement évoqué tout à l'heure, c'est structurant, c'est ce qui structure les projets de vie. Pendant très longtemps, on pensait qu'avoir un emploi était suffisant pour structurer son projet de vie, qu'avoir un emploi, ça donnait accès au logement, ça permettait de construire sa famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qu'on a pu aussi démontrer, c'est que l'accès au logement permet d'avoir un emploi plus facilement, permet de construire un projet de vie. Du coup, le logement, c'est vraiment aujourd'hui le facteur déterminant de l'insertion et ça ne doit pas être vu comme un aboutissement d'un parcours. C'est aussi donc, la remise en cause de la notion de capacité à habiter comme prérequis. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc qui s'appuie sur des modèles. Donc ça, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur des modèles lorsque l'on construit des politiques publiques. Et donc du coup, ça s'appuie également sur la politique de refondation de 2009 par Benoît apparu. Ce plan quinquennal, c'est pas de dire tout ce qui était fait avant, ça n'allait pas et aujourd'hui on va inventer tout ce qui va super bien marcher. Mais c'est de dire il y a eu différents travaux qui ont été menés, il y a des dynamiques qui ont été impulsées, il faut capitaliser et accompagner le changement de modèle sur les territoires. Donc, les enjeux du plan logement d'abord, la lutte contre le sans-abrisme, en s'appuyant, donc j'insiste bien sur les compétences des personnes, un plan qui est nécessairement interministériel, partenarial, territorialisé et coopératif. Aujourd'hui, je vous présente moi, en tant que service de l'État, le plan logement d'abord, mais ça aurait pu être une collectivité territoriale, ça aurait pu être une association. C'est ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions et très localement. Donc, comment on territorialise une politique publique et comment on permet une autonomie locale pour répondre à des besoins qui ont des caractéristiques locales. Donc, réformer structurellement la politique de l'hébergement et de l'accès au logement, c'est donc le développement de l'offre de logements abordables, ça a été évoqué. C'est fluidifier le parc d'hébergement en accélérant l'accès au logement. Donc, c'est tout le travail qui est à faire aussi sur l'accès aux droits.
Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont hébergées et auxquelles on ne peut pas faire de demande de logement social parce que toutes les démarches d'accès au droit n'ont pas été forcément entamées, pensant que la personne n'était pas en capacité d'habiter. Donc c'est aussi comment sur le principe du fait qu'on n'est pas en capacité de préjuger des capacités d'habiter de la personne, c'est très rapidement travailler sur l'accès au droit, faire les démarches pour éviter justement ensuite que la situation se dégrade. C'est endiguer la création de places en hébergement d'urgence et réduire à terme le parc. J'insiste bien, il n'est pas question, ce plan quinquennal n'a pas vocation à supprimer le secteur de l'hébergement. Le secteur de l'hébergement a toute sa place. L'idée, c'est de lui redonner sa vocation première, qui est la mise à l'abri et l'accompagnement vers le logement autonome. Donc adapter l'accompagnement social pour l'accès et le maintien dans le logement et donc prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels. On en a un peu parlé, mais ça c'est important. On en a un petit peu parlé avec la prévention des expulsions, mais il y a également la prévention des ruptures sur tout un tas de champs. Donc je vous évoquerai tout à l'heure. Donc le plan logement d'abord, actuellement, donc comme je vous le disais, les annonces en septembre. Ensuite, lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour une mise en œuvre sur 15 territoires qui vont accélérer la mise en œuvre du plan logement d'abord. Et donc les territoires doivent déposer leur candidature le 20 février. Donc on a bon espoir de présenter la liste des territoires et le contenu du plan, puisqu'aujourd'hui seules les 5 priorités et les 16 axes ont été communiqués, début mars. Donc les grandes priorités, donc comme ça a été évoqué, produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans domicile. La deuxième priorité, c'est promouvoir et accélérer l'accès au logement et faciliter la mobilité des personnes défavorisées. Ça a été évoqué tout à l'heure avec le fait qu'il y a des endroits où il y a des logements vacants, il y a des endroits où on est sur des zones tendues, et c'est comment aussi on gère la mobilité résidentielle des personnes défavorisées. La troisième priorité, c'est mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le logement. Donc ça, c'est tout le travail sur les démarches d'aller vers et l'accompagnement pluridisciplinaire. Quatrième priorité, c'est prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l'hébergement d'urgence sur ses missions de réponse immédiate et inconditionnelle. Et la cinquième priorité, donc, c'est mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du logement d'abord. Donc, dans la première priorité, on a 4 axes. Produire des logements sociaux et très sociaux adaptés aux besoins. Tout à l'heure, vous avez vu les graphiques, on est à 35 000 PLAI par an. L'objectif, c'est d'atteindre les 40 000. Également travailler sur la mise en œuvre de la nouvelle politique des loyers. Donc ça a été également évoqué, mais la loi Allure et la loi Égalité Citoyenneté ont apporté certaines avancées qui sont en cours de traduction et de mise en œuvre sur le territoire. Le deuxième axe, c'est mobiliser le parc privé à des fins sociales. Donc là, on est sur ce qui a été évoqué sur l'intermédiation locative. C'est comment on développe l'intermédiation locative, comment on sécurise les propriétaires pour qu'ils puissent mettre à disposition leur logement en vue de pouvoir loger des personnes défavorisées. C'est comment on travaille sur la territorialisation de l'intermédiation locative. C'est comment on travaille avec l'ANA pour améliorer les conventionnements. Et c'est aussi peut-être évaluer le dispositif loué abordable, voir un peu ce que ça a pu donner. Le troisième axe, développer les solutions de logement adaptées en réponse à des besoins spécifiques. Donc là, on est plutôt sur une programmation ambitieuse de résidence sociale avec la construction de 10 000 pensions de famille. Et on est également, donc c'est là que se situe par exemple le déploiement d'un chez-soi d'abord. Le quatrième axe, c'est faciliter la transformation des centres d'hébergement en logement. Donc là, ça va demander un travail d'analyse à la fois national et local. Et également un travail sur le statut hébergé, locataire, sous-locataire. Et également comment on travaille sur des structures mixtes, hébergement, logement accompagné. Sur la deuxième priorité, donc promouvoir et accélérer l'accès au logement et faciliter la mobilité des personnes. Donc là, il y a un gros travail d'amélioration de la connaissance des publics. Il faut savoir que la dernière enquête sur les sans domicile fixe faite par l'INSEE date de 2012.
que depuis, on a, au niveau national et au niveau local, on n'a pas de chiffres consolidés. On a des chiffres, bien évidemment, mais pas de chiffres consolidés du nombre de sans domicile fixe. Et c'est dans ce cadre-là que la mairie de Paris a lancé une initiative qui va se concrétiser le 15 février, donc dans 2 jours, qui a lancé en fait, donc elle s'est mise en situation sur le 10e arrondissement de Paris il y a quelques semaines pour mettre en place une méthode de comptage des sans domicile fixe. Et grâce à cette expérience, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça et qu'il y avait un certain nombre de freins sur lesquels il fallait travailler. Un exemple concret, on ne peut pas rentrer dans les parcs, donc s'il y a des sans domicile fixe dans les parcs publics, on ne peut pas les compter. Lorsqu'il y a des sans domicile fixe dans une tente, on ne peut pas ouvrir la tente, donc on ne peut pas évaluer le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans la tente. Il y a également des espaces privés qui peuvent être des parkings. Après, il y a un gros travail avec les transports, RATP, SNCF sur Paris qui ont été faits pour pouvoir avoir une coordination, puisqu'il y a énormément de sans domicile fixe qui dorment dans les stations de métro et de RER. Et donc, grâce à cette première expérience, il va y avoir la Nuit des Solidarités sur Paris qui va s'organiser le 15 février, qui va mobiliser l'ensemble des acteurs associatifs, les services de la mairie de Paris, les services de l'État et également les bénévoles pour mettre en place une méthodologie et compter le nombre de sans domicile fixe. Donc ça, c'est important de travailler sur l'amélioration de la connaissance des publics. Donc les autres axes de cette priorité, c'est donner la priorité au logement dans l'orientation des personnes sans domicile. Et là, ça va être tout le travail de l'animation des SIAO pour qu'ils puissent recenser aussi bien les offres d'hébergement que de logements adaptés que de logements ordinaires. Donc là, c'est comment vont se structurer les SIAO sur les territoires en partenariat avec les différents acteurs. C'est améliorer l'accès des ménages défavorisés au logement social. Donc là, c'est la mise en œuvre de la loi égalité citoyenneté. Et c'est favoriser la mobilité résidentielle et géographique des personnes défavorisées en demande de logement. Donc c'est comment on informe davantage sur les vacances dans le parc social. C'est comment on améliore aussi les transferts de droits. Lorsque vous avez des personnes qui sont hébergées à l'hôtel et que vous leur trouvez une situation de logement, le transfert de droits, notamment des APL, peut mettre 2 à 3 mois. Du coup, la situation de la personne dans le logement, elle ne va pas pouvoir être tenable. Et donc, la solution, c'est de revenir à l'hôtel. Donc, du coup, c'est comment on travaille aussi excusez-moi, sur les transferts de droits et sur la transférabilité des dossiers de demande de logement entre territoires. Je sais que ça peut paraître en 2017 surprenant, mais les périmètres géographiques sont parfois des murs, mais vraiment des murs qui empêchent la coordination et de trouver des solutions pour les personnes. Donc la troisième priorité, c'est mieux accompagner. Donc c'est renforcer et articuler l'accompagnement social vers et dans le logement avec des approches pluridisciplinaires. C'est accompagner le changement de culture. C'est développer la cohérence entre insertion socio-professionnelle et accès au logement. On travaille actuellement sur l'identification de pratiques sur les territoires qui mettent en place des parcours combinés emploi-logement. Et du coup qui travaillent de manière géographique, c'est-à-dire que dans les zones tendues, travailler avec une zone moins tendue où il y a des logements vacants, où il y a des besoins d'emploi et d'essayer de trouver toujours, en s'appuyant sur les compétences des personnes et en s'appuyant sur les choix des personnes, de permettre à des personnes de s'installer dans une autre ville et d'avoir un logement. Donc l'association Aurore fait ça sur Paris, elle est en relation avec Aurillac et du coup elle a permis de loger plusieurs familles et de trouver un emploi à plusieurs familles sur Aurillac. Donc là elle est en phase d'évaluation du dispositif et on va organiser un atelier à la Dial au mois de mai justement sur ce concept de parcours emploi-logement qui ne va pas répondre à tout le monde. Parce que, comme vous pouvez le voir, là, l'idée, c'est d'avoir effectivement un champ diversifié de solutions à proposer. Il y a également tout le travail dans la priorité 3, il y a également tout le travail sur la participation des personnes, sur la pérennisation du PLAI adapté, sur la mise en œuvre de plateformes qui permet de connecter aussi les territoires. Donc quand je parle de plateforme, je ne parle pas forcément de plateforme numérique. C'est un outil, mais pas que.
Quatrième priorité, donc très importante, c'est la prévention des ruptures dans les parcours résidentiels. Donc avec un premier axe sur la prévention des expulsions. Donc la DIAL pilote en fait le pôle national de prévention des expulsions qui a produit 48 recommandations en 2016 et donc qui a vocation à mettre en œuvre ces recommandations. Avec un enjeu, c'est l'anticipation en fait de l'expulsion avant le jugement. Aujourd'hui, vous avez les CAPEX, il y a un travail qui est fait sur les territoires pour éviter l'expulsion ou accompagner les personnes, malheureusement, lorsque l'expulsion doit se mettre en œuvre. L'objectif aujourd'hui, c'est d'anticiper l'accompagnement avec la difficulté du repérage, toujours. Comment on repère. Et donc là, il y a un gros travail aussi avec les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent alerter en fait, les instances sur les territoires qu'il y a un risque d'expulsion pour pouvoir mettre en œuvre très rapidement un accompagnement des personnes. Prévenir les ruptures résidentielles des parcours sortant d'institutions aux victimes de violences. Donc là, on va être sur les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur les sortants de détention, qu'ils soient écroués ou non écroués, sur les femmes victimes de violences, mais également sur un petit public, mais qui est important, sur les personnes handicapées. Vous avez des parents qui ont fait le choix de prendre en charge leurs enfants. Et des situations, on a dénombré un certain nombre de situations où les parents vieillissants se trouvent placés ou décèdent et l'enfant se retrouve seul. Et du coup, il y a une dégradation très vite de la situation dans le logement. Et du coup, toute la difficulté, c'est le repérage de ces situations pour anticiper justement et accompagner les parents dans ce cadre-là. Le quatrième axe, c'est recentrer l'hébergement d'urgence sur ses missions de réponse immédiate. Donc ça, on l'a vu. Et donc la priorité 5, c'est réfléchir à une gouvernance performante du plan, c'est-à-dire quel pilotage au niveau national, au niveau local, au niveau régional, départemental, métropole, EPCI. Et donc du coup, le soutien auprès des territoires de mise en œuvre accélérée. Donc du coup là l'appel à manifestation qui est paru cet été, donc l'enjeu c'est territorialiser le plan avec les collectivités locales en valorisant les initiatives et dynamiques déjà en place. C'est dépasser le stade de l'expérimentation comme je vous disais, c'est d'être en capacité de mesurer les résultats et de capitaliser sur les solutions locales. Pour cela on a réussi à obtenir un budget, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, un budget de 10 millions d'euros, avec 7 millions d'euros qui vont permettre de consolider les dispositifs existants et qui fonctionnent, et 3 millions d'euros d'appui à l'ingénierie. Il se trouve que l'appel à manifestation d'intérêt a eu un grand succès, puisqu'on est à 39 candidatures. Et du coup, on a un budget pour 15 territoires, et on travaille pour obtenir un budget supplémentaire afin de pouvoir avoir des territoires de mise en œuvre accélérée là au mois de mars qui sont prêts et avoir une deuxième vague pour ceux qui le sont un peu moins parce que certains territoires sont plus avancés que d'autres. Donc le calendrier, donc comme je vous disais, donc la remise des candidatures le 20 février, donc un comité, on est en train de travailler à la mise en œuvre du comité, enfin du cadrage pour l'instant, fin février, des conventions État, collectivités locales qu'on aimerait assez rapides, et un comité de suivi national qui se réunirait 2 à 3 fois par an. Donc l'enjeu pour nous étant d'assurer l'articulation entre le pilotage national du plan logement d'abord sur les territoires, qui ne sont pas des mises en œuvre accélérées, et puis la coordination avec les territoires qui vont être de mise en œuvre accélérée. Donc voilà sur l'ambition du plan logement d'abord, et sur la volonté non pas de proposer une réponse, mais d'essayer de proposer plusieurs réponses. Ce qui fait qu'on est dans le travail ensemble. Il faut absolument que localement, en fonction des dynamiques, en fonction des caractéristiques du territoire, les services de l'État, les collectivités territoriales, les associations, mais également les bailleurs travaillent ensemble localement pour essayer de trouver des solutions. Et puis, donc ce plan, malgré tout, un budget 2008 donc de production de logements et de développement d'intermédiation locative, avec une volonté aux 5 ans d'une baisse du sans-abrisme,
significative et une impulsion, une démarche de changement fortement engagée sur les territoires.